Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sentes libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Dans cet épisode d'un peu plus d'une heure, je reçois Grégory Ollier. Tu y découvriras sa définition du traumatisme, le lien entre le traumatisme de guerre et celui d'une agression sexuelle, l'explication de certaines réactions incontrôlables comme les cauchemars ou les flashbacks, son approche pour se libérer des conséquences du traumatisme et en faire un tremplin pour sa vie, et bien d'autres choses. On a été très bavards, je te laisse écouter ça. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Grégory Ollier. Comment vas-tu, Grégory ? Bonjour Natacha, écoute, je vais très bien, merci, et je suis très heureux de partager ce moment avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir partagé aussi pour moi. Alors, Grégory, t'es coach, conférencier dans la résolution des traumatismes. Oui. Tu aides à reprendre le contrôle de sa vie après des traumatismes de la chrysalide au papillon, comme tu l'écris sur ton profil LinkedIn. C'est ça. Et avant ça, tu étais officier d'infanterie dans l'armée de terre pendant près de 24 ans, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que tu voudrais préciser un peu plus que ça ou c'est déjà une bonne description ? Ah bah non, parce que je pense que la transition mérite d'être expliquée peut-être. Oui, et justement, ça allait être ma question. Comment on fait pour passer de officier à l'armée de terre à accompagnant des traumatismes ? Eh ben, ça passe forcément par des expériences qui font prendre qui font prendre des chemins particuliers, qui amènent à prendre la décision de tourner à droite quand d'autres vont tout droit ou vont à gauche. Donc oui, j'ai passé 24 ans à l'armée. Alors je me suis engagé à l'âge de 19 ans. Alors déjà après quelques années de lycée militaire, je me suis engagé dans l'armée. J'ai très rapide comme sous-officier. J'ai très rapidement passé le concours d'officier et puis j'ai fait une première partie de carrière et le début de la deuxième partie de carrière comme officier d'infanterie. Et le point culminant de ces 24 années, ça a été mon temps de commandement de capitaine. Donc, je commandais une compagnie, c'est à peu près entre 150 et 200 bonhommes, et qui m'a amené jusqu'en opération en Centrafrique en 2014. Et quand on est rentré, j'ai beaucoup de mes soldats qui ont développé des syndromes de stress post-traumatique. Alors forcément, j'en étais un petit peu affecté et donc à partir de là, j'ai commencé à vouloir comprendre. Et, c'est quelque chose que tu savais identifier déjà à cette époque, le syndrome de stress post-traumatique ? Eh bien, disons qu'en 2014, c'était quelque chose qui s'invitait de force dans notre quotidien au niveau de la chaîne de commandement parce que depuis 2008, on va dire, on redécouvrait la guerre en Afghanistan. Et donc, forcément, on redécouvrait en même temps un petit peu le syndrome de stress post-traumatique. Alors, je dis on redécouvrait parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis un siècle, qu'on connaît mal, qu'on apprend à connaître depuis un siècle, et peut-être des fois quelque chose sur lequel on mettait un mouchoir après la guerre d'Algérie, après les opérations qu'on a menées dans les Balkans, et puis on s'est quand même un peu penché sur le problème. Quand je dis on, c'est l'institution de manière très générale sur laquelle je porte assez peu de j'ai pas d'avis particulier sur la manière dont les choses ont été gérées et à quel moment on s'est interrogé, à quel moment on a commencé à s'intéresser à ce qu'il y avait vraiment derrière cette notion de blessure psychique. Et, donc c'était l'époque où on commençait vraiment à se dire bon, il y a un problème. On commençait à parler avec des gens, c'est quoi la blessure psychique, voilà. Donc on en était pas au début, mais moi dans ma carrière, c'est vraiment le moment où je sentais que ça devenait un problème qu'on prenait en compte vraiment.
Voilà. Et donc, Ok. quand j'ai voulu chercher à comprendre, finalement, il y a deux questions auxquelles euh, qui, qui ont qui ont porté mes recherches. La première, c'est quoi réellement un traumatisme, parce que force était de constater qu'on était quand même vachement impuissant pour aider, soulager ou voire guérir nos blessés psychiques. Et la deuxième question, alors et j'avais l'intime conviction, vraiment, hein, c'était dans mes tripes. Hein. J'avais l'intime conviction que le problème c'était pas le traumatisme, c'était la compréhension qu'on en avait, et que tant qu'on n'aurait pas compris le traumatisme, c'est comme si on essayait d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, quoi. Le temps qu'on Hmm. trouve la bonne clé, bon bah on galère un peu, quoi. Donc pour moi Avant c'était d'aller, pardon, excuse-moi, avant d'aller un petit peu plus loin, du coup, sur tout ça, je suis curieuse. Moi, du coup, j'ai pas été dans l'armée, j'ai pas fait d'intervention. Ça ressemble à quoi, du coup, un traumatisme, un syndrome de stress post-traumatique chez un soldat? Concrètement, à quoi ça ressemble? Alors, si on parle de syndrome de stress post-traumatique, on est dans la clinique, on est dans la manifestation des symptômes. Et Hmm. c'est la même chose pour n'importe quel traumatisme, en fait. Hein. Que ce Ok. soit celui du soldat, celui d'une femme qui a été sexuellement agressée, comme d'un gendarme qui a été, par exemple, roué de coups et qui développe un syndrome de stress post-traumatique. Et ça peut être la même chose pour une victime d'attentat du terrorisme ou tout simplement d'un accident quelconque, un domestique, de la voie routière. Donc les manifestations du syndrome de stress post-traumatique, il y a au cœur du tableau clinique des symptômes pathognomoniques, c'est-à-dire que quand on a ces symptômes-là, on a nécessairement un syndrome de stress post-traumatique. C'est pas les symptômes d'autre chose. Et Hmm. autour, à l'intérieur dans ce même tableau clinique, on peut avoir des comorbidités et puis des symptômes périphériques comme par exemple des problèmes dans le corps, des maladies qui vont s'inviter parce que derrière il y a une forte somatisation. Donc, du coup, pour nos auditrices qui connaissent pas forcément ce que c'est les symptômes du stress post-traumatique, est-ce que tu pourrais donner quelques exemples, du coup? Alors les deux principaux, ce serait ce qu'on appelle les flashbacks. Ce sont des épisodes de réminiscence. Euh, alors le flashback, hein, souvent on l'associe aux pensées intrusives. C'est pas la même chose. Hein. Un flashback, quand on vit un flashback, on se retrouve dans l'instant du traumatisme. Hein. C'est pas juste Hmm. une pensée qui s'invite ou une image qui vient. Hein. C'est le. Alors tout ça s'explique dans la définition de ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique. Hein. Mais le flashback, c'est on revit un moment avec tous ses sens. Souvent c'est visuel, mais pas tout, pas que et pas toujours. Ça Hmm. c'est Comme si vraiment. on y était. Comme si on y était, il y a les sensations physiques, donc ça peut aussi être des odeurs, ça peut être des sons, et du coup on revit l'émotion et tout le stress, etc. qu'on a pu vivre à ce moment-là. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment typique. Quand on a ça, on a un traumatisme. Le deuxième, c'est les cauchemars. Mais des cauchemars qui sont souvent répétitifs, quoi. Toujours le même cauchemar, en Hmm. fait. Avec une histoire ou une symbologie dans le cauchemar qui va très clairement rappeler le thème du ou des traumatismes. Hmm. Alors ça s'explique par la définition du traumatisme. Donc, euh, moi, j'ai ma définition qui n'est pas celle que j'ai inventée par moi-même. C'est en fait, j'ai piqué plein de trucs à droite et à gauche. Hein. Mais ce qu'il faut comprendre, alors ma définition, c'est que le traumatisme, c'est une énergie de fuite ou de combat qui est restée coincée dans le corps à cause d'un état de figement et qui est imprimé, informé de certains percepts sensoriels de l'instant du traumatisme. Donc c'est pour ça que c'est tout le corps qui est traumatisé. Hmm. Et ces percepts ou ces perceptions sensorielles qui sont coincées dans la mémoire sensorielle. Et la mémoire sensorielle,
les informations qui y transitent n'ont pas vocation à y passer plus de 3 secondes. Donc tout ce qui est dans cette mémoire sensorielle est compris par le cerveau comme étant du réel et du présent. Et c'est ça qui, du coup, cette définition-là qui explique que vous avez une écharde, une perception sensorielle bloquée en mémoire sensorielle, et quand elle déclenche un flashback, c'est parce qu'elle est restée coincée en mémoire sensorielle, et c'est pour ça que le flashback, c'est forcément du présent et du réel pour le cerveau. Donc ça déclenche toute la chimie du stress, ça active le système orthosympathique, enfin voilà, les réactions que les traumatisés connaissent malheureusement très bien et qu'ils ont parfois du mal à expliquer à leur entourage. Oui, pourquoi d'un coup je me remets en crise alors qu'il s'est rien passé concrètement, c'est pas facile à vivre effectivement quand d'un coup, surtout quand on comprend pas ce qui se passe en soi, encore même quand on n'a pas conscience qu'on a un traumatisme. Alors peut-être qu'avec la définition que tu viens de donner, certaines personnes qui nous écoutent vont peut-être comprendre ou avoir au moins des pistes qui suggèrent que peut-être ce qu'elles ont vécu, c'est un traumatisme, ça a été un traumatisme pour elles. Merci pour toutes ces explications. Alors, du coup, on est déjà parti un peu loin. La question de départ, c'est moi qui t'ai emmené vers autre chose. C'était comment on fait, du coup, pour passer d'officier de l'armée à l'accompagnement des traumatismes? Eh ben, il y a deux choses, hein. Il y a deux choses, mais je pense que la plus importante, c'est surtout en fait le chemin personnel au travers de tout ça. Donc, en me posant ces questions et en commençant à développer à la fois une compréhension de ce que c'est le traumatisme, on se retrouve avec quelque chose dans les mains et la question de qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce que j'ai dans les mains. Au départ, Donc ça, c'était donc pour aider tes soldats, c'est ça? non, au C'était dans départ, c'était cette pour intention-là? comprendre. D'accord, juste pour toi personnellement, puisque ça t'intriguait ce phénomène? Alors, pour moi, et puis avec toujours ce que j'appelle un élan de vie, quoi. Un truc à l'intérieur de moi qui me disait trouve la clé et après tu la donnes tu la donnes à qui saura s'en servir. Hmm. Ou en tout cas, voilà. Et puis avec l'idée peut-être d'écrire un livre, avec l'idée de. Donc j'avais pas nécessairement d'intention à ce moment-là quand je cherchais à répondre à mes questions. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours eu ce côté un peu coach. Ce côté un peu guidant, même à l'époque où j'avais moi-même besoin d'être guidé, hein, mais j'ai toujours eu un petit peu Et puis, dans le même temps, professionnellement, je me retrouvais dans une nouvelle fonction qui était celle de coach. Au sein de Coach, l'armée. ouais, coach au sein de l'armée pour des chefs en situation d'entraînement tactique. Et Hmm. là, si tu veux, ça a été une révélation. Et à un moment donné, alors j'ai pas voulu le comprendre tout de suite, mais j'ai compris qu'à un moment donné, j'étais meilleur coach que je n'avais été chef jusqu'à présent. J'étais peut-être plutôt fait pour ça, pour être coach, que pour être chef. Ok. Alors au début, je me disais ouais, bon tous les coachs des athlètes olympiques sont pas capables de faire les performances de leurs propres athlètes. Donc je me cachais derrière des compréhensions de ce style-là pour me dire je suis meilleur coach que meilleur chef. Puis à un moment donné, je me suis dit bon, maintenant, je commence vraiment à avoir des outils. C'était une révélation d'être coach à l'armée et que j'avais en parallèle cette compréhension à la fois des traumatismes, mais surtout en fait de qui on est, comment on fonctionne, pourquoi on rencontre des difficultés, d'où ça vient. Euh, Hmm. Parce que la première question, que je me suis posée, c'était de savoir ce qu'était le traumatisme, et la deuxième question à laquelle je cherchais des réponses, c'était pourquoi deux soldats au même endroit sur la même action de combat vont vivre les choses différemment. L'un va bien les vivre, l'autre va développer un syndrome de stress post-traumatique. Ouais, la réponse, c'est que le traumatisme est éminemment subjectif parce qu'il est aussi lié à la perception qu'on a des événements. Du coup, je me suis dit, c'est quoi la subjectivité? Comment on peut modéliser la subjectivité de quelqu'un? Bon, et puis donc j'ai cherché des réponses dans cette voie-là, la modélisation de la subjectivité de quelqu'un. Donc j'ai trouvé des trucs, j'étais tout content. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres gens qui l'avaient fait bien avant moi, hein, et qu'il y a plein d'outils qui existaient déjà. Mais avec ces compréhensions-là, je me suis retrouvé à accompagner des gens dans la vie.
du coup. Tu parles de modélisation de la subjectivité. En fait, c'est modifier la perception des choses. Non, Finalement, c'est ça? c'est qu'est-ce qui explique que telle personne a telle perception des choses. Ok. C'est-à-dire Oui. ces filtres de perception. Qu'est-ce qui constitue les filtres de perception de quelqu'un qui voit tout le temps le verre à moitié vide et de la personne d'à côté qui, elle, va tout le temps voir le même verre à moitié plein. Ce sont des Ok. filtres de perception. Alors, la PNL en parle, on a des réponses dans la PNL, dans l'énéagramme, pardon. Enfin voilà, dans les D'accord. différents types psychologiques. Bon, des réponses, Ok. il y en a Donc à peu près partout. quand tu disais modéliser, c'était donc dans la compréhension de la subjectivité. Je C'est pensais que ça. tu parlais du coup, de pouvoir transmettre un modèle, du coup, à quelqu'un. Là, en fait, tu parlais plutôt de la compréhension. Ouais, je parle plutôt de la compréhension du côté du coach qui va lui D'accord. permettre de regarder quels sont les leviers, les ressources de la personne, qu'est-ce qui fait qu'elle va avoir plutôt des comportements agressifs, plutôt des comportements fuyants, plutôt voilà. Donc et donc du coup expliquer pourquoi telle personne ce jour-là s'est retrouvée figée Hmm. et a donc ouvert la porte à l'écharpe de traumatisme. Ok. Et donc Donc, du du coup, coup, ouais, si je résume du coup le parcours, c'est pour juste répondre à la question. Donc finalement, t'étais à l'armée, t'avais des soldats, plus d'une centaine de soldats sous tes ordres. Le fait de constater le syndrome de stress post-traumatique chez tes soldats, ça t'a fait te poser des questions, qui t'a amené à trouver des réponses et à du coup à avoir quelque chose entre les mains qui te permettait d'accompagner des personnes. c'est ça. Et, ok. Et du coup, aujourd'hui, t'accompagnes des personnes qui ont vécu des traumatismes. Euh, Et donc, c'est n'importe quel traumatisme, c'est plutôt des traumatismes de guerre, plutôt des traumatismes, je sais pas, d'accidents, d'attentats, ou c'est tout confondu? Eh ben non, c'est tout confondu parce que la mécanique du traumatisme, elle est la même, peu importe la nature du traumatisme. Par contre, comme tous les coachs et les thérapeutes, on a une identité, une énergie, on correspond pas à tout le monde. Euh, donc la clientèle ou patientèle, ça dépend comment on voit les choses, mais euh, avec laquelle ça matche bien, c'est plutôt des femmes. Mais j'accompagne aussi des hommes, hein, mais des hommes qui vont avoir des mécanismes défensifs au niveau de l'ego qui sont relativement, enfin, qui permettent d'avoir le travail, quoi. Hmm, Voilà. Mais j'ai pas de, j'ai- je suis pas spécialisé dans un type de traumatisme plus qu'un autre parce que la mécanique qu'il y a derrière, de toute façon, c'est la même. d'accord. Euh, Après, il est vrai que j'ai l'habitude des femmes qui ont vécu des agressions et notamment des agressions sexuelles. C'est quelle Et proportion des personnes que tu accompagnes, du coup? ça, c'est une bonne moitié. Ok. Et, euh, et aussi des polytraumatismes complexes, ceux qui remontent à l'enfance parce que ceux-là sont souvent très compliqués à comprendre. Enfin pas compliqués à comprendre, mais compliqués à démêler parce que il y a à la fois le traumatisme, plus il est jeune, plus la structure identitaire de la personne s'est construite autour du traumatisme. Bon, et ça rend le travail d'accompagnement et de libération un petit peu plus long et plus compliqué. Et souvent, ces personnes-là ont des profils qui n'ont pas réussi à trouver de sortie dans les outils classiques tels que, enfin pas classiques, mais avec certains outils comme le MDR ou voilà, donc ils ont fait des séances, mais ça n'a amené à rien. Donc du coup, ce sont souvent des gens qui vont se dire, ah, tiens, je vais essayer d'autres choses. Et aller vers un coach, c'est typiquement essayer d'autres choses. Hmm, ok. Et du coup, ces patientes-là donc, du coup, tu parlais que tu avais une bonne moitié des personnes que tu accompagnais qui étaient des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles. Ces patientes, quand elles viennent te voir, qu'est-ce qu'elles vivent, du coup, au moment où elles viennent à toi? Alors, j'ai envie de dire que elles vivent ce qu'on a décrit tout à l'heure au niveau du tableau du traumatisme.
Mm. Mais ça, c'est finalement c'est le truc auquel elles ont essayé de s'habituer. Donc les Euh, cauchemars, les crises de panique ou de c'est retour ça, à... c'est ça, Ok. des cauchemars, des crises de panique. Et puis forcément, quand plus ça remonte à l'enfance, plus on va avoir des choses qui sont pas réglées. Et donc, quand on a des choses qui sont pas réglées, il y a des remises en acte nécessairement qui sont vécues, hein. Donc leur quotidien est douloureux à cause du traumatisme. Il l'est en plus parce que il est rendu difficile parce qu'il y a des trucs qui se rajoutent, des remises en acte que la vie leur amène. Quand tu dis Euh, remise en acte, juste pour que tout le monde comprenne ce que tu veux dire. Eh ben, ça peut être pourquoi j'en suis à mon troisième pervers narcissique. Pourquoi moi j'ai été violé 5 fois derrière. Pourquoi des choses comme ça qui sont pas Donc dues. des En fait, situations qui reviennent dans des contextes différents, mais finalement qui reviennent plusieurs c'est fois dans la ça, vie. c'est un peu ça Ok. parce que tout est miroir, donc on va retrouver un petit peu dans le vécu de la personne tout un tas de choses qui sont le reflet de ses propres blessures, quoi. Mhm. Donc il y a ça, et puis il y a un volet quand même qui est lié à l'incompréhension de leur entourage, dans le sens le plus large possible. C'est-à-dire que euh, quand on n'a pas vécu un traumatisme, je crois qu'on peut pas comprendre ce que c'est. Alors, je n'ai pas, moi, vécu de traumatisme au sens du syndrome de stress post-traumatique. Je l'ai approché sous certains aspects parce que j'ai aussi conclu qu'on était tous traumatisés et Mm. que on pouvait définir le spectre des traumatismes comme allant d'intensité de 1 à 10. Donc tous ceux qui sont, c'est très arbitraire, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais tous ceux qui ont été traumatisés, qui ont vécu le trauma à une intensité supérieure à 8 sur 10, sont traumatisés au sens syndrome de stress post-traumatique, au sens clinique du traumatisme. Quand on est en dessous, on ne sait pas qu'on a été traumatisé parce que c'est pas tous les champs de l'identité qui ont été transpercés d'un coup, c'est un ou deux champs de l'identité. Et du coup, on fait avec, on développe soit des, soit comme des allergies, des aversions à ce qui Mm. peut rappeler le petit traumatisme, soit on développe des stratégies d'évitement. Et puis on vit assez bien comme ça, et donc on va plus par là-bas, on évite les voitures noires, on va plus au supermarché, on change de sonnerie de téléphone, mais voilà. Donc moi j'ai Finalement, eu. c'est le système d'apprentissage de l'être humain, finalement, de vivre des micro, moyens traumatismes qui te permettent du coup de te dire, ah, donc du coup, cette typologie de personnes ou d'événements plutôt à éviter, ce truc-là, danger, ce truc-là, on peut y aller. C'est ça que t'appelles du coup les traumatismes en dessous 8 sur 10. Euh, non, pas forcément, mais toi, ce que tu dis, c'est clairement le système d'apprentissage les modalités d'apprentissage de notre système nerveux. Nous, on pense que tout se passe là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps, à commencer par le principe de je détecte des dangers. Ça se passe d'abord dans le corps. Enfin, la tête fait partie du corps, hein, faut pas commencer à caricaturer ce que je dis, mais c'est ce qu'on appelle la neuroception dans la théorie polyvagale. Donc quand on apprend de nos expériences, et c'est notre système nerveux qui est d'abord autonome, qui apprend en faisant des raccourcis. Et donc ce Hmm, sont ça aussi les petits traumatismes. Et les d'accord. traumatismes d'intensité 1 à 4, par exemple, on ne sait pas que c'est des traumatismes parce que comme c'est un vécu d'intensité 1 à 4, on a déjà les ressources pour le résoudre par lui-même. Mais dans l'instant, on vit un mini-traumatisme. Et quand on est entre 5 et 7, par exemple, eh ben, on développe des aversions, on finit timide maladif, comme je l'ai été toute mon adolescence, ou bien on développe des aversions à des trucs spécifiques. Donc ça, c'est ces petits traumatismes, moi, que j'ai eu, que j'ai vécu, qui, en replongeant dedans, en me faisant comprendre, ah oui, effectivement, tu le sens dans le corps, parce que quand t'as la bouche complètement sèche, les tripes qui se nouent au moment d'avancer vers une demoiselle à qui t'aimerais bien déclarer ta flamme, ça se passe dans le corps, hein, c'est pas dans la tête. Hein. Quand t'es incapable
d'embrasser cette fille dont t'es follement amoureux et qui vient même de te déclarer sa flamme et que toi t'es complètement figé, ça se passe dans le corps, c'est pas du tout dans la tête. Donc Hmm. ça, ces trucs que j'ai vécu moi m'ont permis de comprendre tout ce que je chopais dans la littérature, et pas n'importe quelle littérature, parce que le travail que j'ai fait aussi dans toutes mes recherches, c'est de choisir qui j'écoutais. Et Hmm. les gens que je choisissais d'écouter ou de lire étaient ceux qui avaient des résultats, pas ceux qui avaient que de la connaissance. Parce que bah, c'est aussi ça la force que j'ai tirée de mes 24 années passées à l'armée, c'est que nous, les excuses, on s'en fout, on veut du résultat, quoi. Donc Hmm. moi, C'est un toutes état ces d'esprit particulier. bah oui, et donc quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, mes connaissances sont un support, mais c'est pas un dogme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat qu'on va avoir chez la personne. C'est aussi pour ça que je travaille pas à la séance, mais que je travaille à l'accompagnement, parce que c'est dans cet accompagnement, je mets en place une stratégie pour aller vers un résultat. Et donc ça peut pas être fait à la séance. Voilà. Et Hmm. donc tout ça pour dire que euh, j'avais des petits traumatismes et ces trucs-là qui m'ont aidé à comprendre de l'intérieur ce que pouvait être le traumatisme grave. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que je crois que tant qu'on n'a pas vécu un traumatisme, la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre finalement ce que vivent les traumatisés, et donc encore moins un polytraumatisé complexe de l'enfance. Et donc cette personne-là, elle est aussi dans la souffrance de ne jamais réussir à être comprise par les autres. Et souvent, elle en Hmm. vient, pour revenir du coup sur les personnes que j'accompagne en général, euh, elles en reviennent même à se dire bon bah ok, c'est moi qui dérange, je comprends pas, il a dit fait un effort, allez, il n'y a pas raison d'être inquiète, donc bon bah c'est moi, j'y arrive pas, je suis nul. Alors que c'est Hmm. physiologique, c'est d'abord physiologique, quoi. On peut avoir toute la volonté du monde, c'est imprimé et c'est pas qu'on est nul et qu'on n'a pas de volonté et tout ça. Super, super d'avoir passé ce message. Merci pour ça. Ok, du coup, elles viennent avec quel degré d'espoir quand elles te viennent? Je te pose la question parce que moi, personnellement, pendant 16 ans, je pensais qu'il n'y avait pas d'espoir, par exemple, qu'on ne pouvait pas, en fait, guérir d'un traumatisme, qu'on ne pouvait pas aller de l'avant. C'était comme ça, et comme tu le disais tout à l'heure, bah, juste accepter les conséquences et faire avec. Et je le constate aussi dans les femmes qui viennent me voir, qu'elles viennent un petit peu avec un micro espoir de se dire allez c'est un peu le truc de la dernière chance, mais en vrai je sais d'avance que ça va pas marcher. Elles partent un peu défaitistes. Est-ce que tu constates ça aussi toi de ton côté? Oui, c'est-à-dire qu'elles viennent rarement avec portées par de l'espoir, elles viennent plutôt portées par du désespoir, Hmm. en se disant tiens, on va voir ce qu'il me raconte lui. Hmm. Euh, mais souvent au stade où ils en sont, parce que encore une fois, quand on a essayé plusieurs trucs, y compris se mettre en tailleur au fond du jardin, respirer, la boule qui monte, la boule qui descend. Je dis pas que c'est inutile, hein, mais ça règle pas le problème de ce qui est coincé en mémoire sensorielle, hein. Bon, et qu'on a surtout essayé tout ce qui était conventionnel. Hmm. Là, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte? Lui, c'est un coach, c'est un ancien militaire, mais alors soit ça développe carrément une aversion en disant, mais c'est bon, il est fou. Donc cela, évidemment, je les vois pas. Mais sinon, c'est le fait de venir vers un profil comme le mien, c'est plutôt porté par une forme de désespoir. Et ma mission, du coup, c'est d'amener les gens, euh, enfin, d'amener le rapport entre nous à l'étage de la confiance. Donc, il a fallu développer des stratégies pour permettre aux gens déjà d'avoir de la patience, moi, parce que bah, le résultat, faut qu'il vienne vite aussi. Hein, ça, c'est un peu un côté un peu bourrin. Donc, il a fallu que j'apprenne à manifester de la patience, à laisser du temps aux gens pour qu'ils se disent, qu'ils comprennent quel était mon message, comment je fonctionnais, Hmm. quels pouvaient être mes résultats, voilà. Mais le degré d'espoir, je dirais, c'est plutôt du désespoir. Hmm. Tu disais du coup que souvent elles avaient essayé plein de choses.
Donc les trucs, quand tu parlais de trucs conventionnels, c'était, j'imagine, c'est les psys. Je sais pas si le MDR, tu mets ça dans les trucs conventionnels, mais effectivement, il y a tout un tas de choses. Les femmes qui viennent te voir, en général, elles ont essayé plein de choses ou elles ont rien essayé? Ah non, souvent elles ont. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui Hmm. ont essayé plein de choses et il y a celles qui ont essayé une chose plein de fois. Hmm. Ok. Euh, c'est pas exactement le même type de personne, euh, mais souvent elles ont quand même un peu essayé de faire le tour de la question psychiatre. Donc elles savent que la chimie agit sur le symptôme, mais pas du tout sur sa cause. Donc souvent ces personnes-là, elles prennent leur traitement par dépit parce que ça les soulage, ou alors elles ne prennent plus du coup du tout de traitement, et bon bah ça faut faire attention parce qu'ils sont un peu à fleur de peau quand même. Euh, les psychologues, elles en ont fait un certain nombre, parfois avec de l'EMDR. Certaines ont essayé du neurofeedback. Le problème du neurofeedback, c'est qu'il faut le neurofeedback seul, il faut le prendre dans tout le système, parce que quand on a un traumatisme où ben, on est crispé en permanence, donc en fait on a toute la sphère musculo-squelettique du crâne qui est complètement comprimée, complètement tendue. Donc c'est un peu comme si on était dans une camisole et qu'on disait à la personne avec le neurofeedback, bah vas-y, fais du yoga, fais des étirements. Bah, ça marche pas. Hmm. Donc faire du neurofeedback sans être allé chez un magicien de l'ostéopathie crânienne, je dis bien dit un magicien, bah, globalement ça sert à rien. Ça crame juste du portefeuille, quoi. Hmm. Euh, Donc d'où le voilà. désespoir du coup d'avoir en plus d'avoir essayé toutes ces choses-là, d'avoir investi financièrement, parce que l'air de Oui, rien, un psy, même si à la séance c'est pas forcément extrêmement cher, quand tu fais des thérapies pendant des années, au bout d'un moment ça finit par chiffrer quand même. Surtout si t'as pas beaucoup de résultats, le rapport qualité-prix, je sais pas si on peut dire comme ça, peut être un peu désespérant. oui, effectivement. Du Et coup, là, vas-y, vas-y. oui, oui, et puis aussi cette crainte justement de, encore une fois, perdre de l'argent, surtout quand on veut pas travailler comme moi à la séance, Hmm. qu'on souhaite travailler à l'accompagnement, c'est forcément pas le même prix qu'on présente aux gens, donc ça rajoute des craintes supplémentaires. Alors, il y a même des gens à qui j'ai dit, bah écoutez, on y va et puis vous payez au résultat. Ça m'est déjà arrivé quand vraiment on a des gens qui sont financièrement vraiment dans la panade. Mais effectivement, ce côté pécunier de la problématique, il est présent, hein, très Hmm. présent. Du coup, ce que tu leur proposes, en quoi c'est différent de ce qu'elles ont déjà essayé? Mais euh, moi, il y a quelques années, j'ai traversé ce qu'on appelle de façon un peu ésotérique une nuit sombre de l'âme. C'est quand tout se casse la gueule autour de nous. En fait, on a l'impression que notre vie s'écroule. Hmm. J'ai fait des similitudes avec le traumatisme. Alors, c'est pas vrai dans le cas du polytraumatisme complexe, parce que dans le cas, c'est tout le décor qui est un peu noir quand même. Mais Hmm. quand on est un adulte qui vit un traumatisme simple, on a ce, tout ce décor qui s'effondre parce que on croyait que la vie était comme ça. Et en fait, on se rend compte que, ou en tout cas, on vit en danger permanent, on développe des nouvelles stratégies. Donc, quelque part, la vie, il y a vraiment un avant et un après. Euh, et ça, quand on vit une nuit sombre de l'âme, on sait que en tout cas, quand on le comprend, moi, c'est la chance que j'avais quand je l'ai vécu, c'est que je comprenais ce qui m'arrivait. Et donc, je sais que c'est un peu comme un professeur qui nous met un gros problème au tableau et qui vraiment nous challenge, quoi. Et Hmm. donc, on y va. On va à la difficulté, on se dit, OK, on remonte les manches et on va se creuser les méninges et on va résoudre le problème. Ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne. Ce qui Euh, change tout déjà quand tu le vis, quoi. C'est que si tu te dis, si tu te dis juste c'est horrible, c'est effectivement horrible. Si tu te dis ça va passer, c'est juste une étape et après ça va aller mieux, déjà ta façon de le vivre, elle est différente. ben, évidemment. Et puis surtout, derrière, on a une croissance.
C'est-à-dire que on est forcément plus élevé au sens très général, hein, parce que faut pas y mettre une connotation de valeur là-dessus. On est forcément plus élevé, plus éveillé, plus qu'on veut, plus ouvert, plus léger. On peut tourner avec plein de vocabulaire différents. Une fois qu'on sort de sa nuit sombre de l'âme. Mais pour ça, il faut connaître déjà qui on est, et ensuite il faut connaître un petit peu les mécanismes de la vie, les lois universelles qu'on n'apprend pas à l'école, hein, évidemment. Et donc ça fait partie des choses que du coup, je me suis dit, c'est important de les mettre dans l'accompagnement parce que euh, sinon, on va pas faire de cette épreuve particulièrement désagréable un tremplin pour la vie. C'est Anthony Robbins qui dit il y a pas de malheur dans la vie, il y a que des cadeaux. Et Hmm. s'il a raison, ça veut dire que c'est pareil avec le traumatisme. Et donc, si on arrive à sortir du traumatisme par le haut, c'est forcément pour avoir une meilleure vie, parce qu'on avait un truc à comprendre sur la vie, sur l'amour, sur le couple, sur c'est quoi la matière, c'est quoi l'argent, c'est quoi la bagnole, c'est quoi la grosse maison, sur ce genre de choses. Et donc, l'idée d'avoir des outils pour libérer les gens, ça ne me suffisait pas moi, parce que sinon, ça c'est juste de la thérapie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le volet thérapeutique pour pouvoir libérer les gens, mais derrière, leur dire, OK, la manette des gaz, c'est là. Quand on arrive à tel moment de la piste de décollage, faut tirer sur le manche, sinon tu vas te manger la forêt à la fin de la piste. Et il faut y aller avec la bonne vitesse, parce que sinon, l'avion va pas décoller. Puis une fois qu'on décolle, à tel moment, faut rentrer le train, faut réduire un peu les gaz, et on monte à 10 000 pieds, quoi, ou 30 000 pieds. Et là, on a décollé. Et on a vraiment fait de, de, de ce traumatisme et de cette étape quelque chose qui nous permet de faire waouh la vie, quoi. Hmm. J'ai cru Parce voir que que tu utilisais le mot tremplin sur ton profil LinkedIn, il me semble. je sais plus si j'utilise. Non, je parle de la chrysalide au papillon. Ouais, mais il me semble sur ta bannière, et il me semble l'avoir vu faire de ton traumatisme un tremplin ou quelque chose comme ça, non? Ah, faire de demain tes plus belles années, un truc comme ça. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il me semblait avoir vu le mot tremplin, parce que du coup, ça correspond un peu à l'image que tu viens de nous donner. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc du coup, dans ces accompagnements, je me suis dit parce que par exemple au début, comme j'ai passé quasiment, je sais pas moi, 6 7 ans à faire des recherches, à discuter un petit peu avec des personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique pour comprendre. Bon bah j'ai fait ce qu'Einstein disait, je l'ai pas fait exprès au départ, hein, mais quand Einstein il disait quand j'ai un problème, je passe 90% du temps à le définir. Donc moi, j'ai passé quasiment 6 7 ans à essayer de comprendre le traumatisme. Et une fois que j'avais compris, je savais pas la résoudre, hein. Mais du coup, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai tout ça, que je sais un peu accompagner des gens, je sais surtout comment je sais pas les accompagner, donc quels outils aller chercher en plus, comment me former. Euh, je me suis dit, bon, bah, quel outil existe-t-il du coup? Est-ce qu'il existe des outils qui correspondent à cette définition du syndrome de stress post-traumatique? Mais comme j'avais passé 6-7 ans à le définir, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à trouver un outil qui Hmm. correspondait exactement à ma définition. D'ailleurs, il est venu à moi, l'outil, hein. Pas vraiment C'est eu à quoi cet chercher. outil? La thérapie psychosensorielle du docteur Lunes, D'accord. qui permet d'enlever ce qui est resté coincé en mémoire traumatique en mémoire sensorielle pour le faire passer en mémoire épisodique. Donc ce qu'on a vécu ne disparaît pas de l'histoire de la personne, mais il y a plus de perception sensorielle bloquée en mémoire sensorielle. Et c'est assez simple, hein, parce que comme je l'ai toujours dit, il y a plus de gens pour rendre des choses simples compliquées que de choses vraiment compliquées quand même, hein. Donc la thérapie psychosensorielle, c'est une traversée d'ailleurs, hein, mais c'est simple. Mais ça me suffisait pas parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire gratuitement des libérations, ben, les gens ils étaient libérés et puis 3 semaines après ils allaient pas bien parce qu'en fait ils n'avaient pas réglé soit ce qui avait fait le terrain dans leur enfance de leur traumatisme, soit ils se trimballaient toujours une peur de l'abandon, une peur de la trahison, ils avaient toujours d'autres limites qui les empêchaient de faire ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et donc ça ne me satisfaisait pas de m'en tenir juste à la libération. Et puis encore une fois, je ressentais bien que j'avais cette fibre de coach
Et donc c'était tout naturellement que moi, il y a tout un parcours d'accompagnement qui s'est dessiné dans mon esprit, essentiellement autour de trois piliers, hein, la libération, la connaissance et l'évolution d'elle. C'est hyper intéressant ce que tu viens de partager là sur le fait euh, de, je sais plus comment tu l'as formulé, mais ça m'a rappelé moi mon propre chemin où j'ai compris que finalement le traumatisme euh, avait été, enfin que l'événement traumatique m'avait créé un traumatisme parce qu'il y avait quelque chose qui était déjà là et que finalement d'avoir dépassé l'histoire et l'événement lui-même n'enlevait pas ce qui avait fait que cet événement s'était transformé en traumatisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, souvent je dis, enfin pour ça entre autres, mais je dis qu'aujourd'hui j'arrive à avoir de la gratitude pour ce que j'ai vécu, parce que finalement ça m'a mis en lumière ce sujet qui en fait était présent dans tous les domaines de ma vie et avait des incidences dans tous les domaines de ma vie, dans mon passé, dans mon présent et probablement dans mon futur si je laissais le truc tel quel. Et donc voilà, ça me parle énormément parce que je trouve ça très intéressant d'aller au-delà de la libération. C'est bien en fait de plus souffrir, c'est déjà génial, hein. On pourrait quelque part s'arrêter là. Mais tu parlais, je sais plus le terme que tu as utilisé, des trucs qui étaient redondants dans ta vie, qui revenaient sous différentes formes. Si finalement tu règles pas la source de ce qui se passe chez toi, tu risques de revivre d'autres événements jusqu'à ce que finalement tu arrives à comprendre ce qui se passe et à aller au-delà. Mm. Ouais, tout à fait. J'ai deux exemples en tête, hein, la première, c'est une personne qui, comme il n'y a pas eu d'accompagnement derrière, ni thérapeutique, ni de coaching, et qu'il y avait quand même des vulnérabilités derrière, bah, elle s'est retrouvée avec dans sa vie des gens qui ont exploité ces vulnérabilités-là, vu qu'elle n'avait plus de mécanismes défensifs Hmm. qui étaient ceux du syndrome de stress post-traumatique. Bah, elle s'est retrouvée un peu trop vulnérable. Bon, là, je m'en suis un peu voulu. Et l'autre personne, c'est voilà, elle était super contente parce que bah, enfin elle dormait, elle avait plus de flashback, enfin, voilà, et puis tout ce truc-là. Mais finalement, elle retombe un petit peu dans le stress de tout ce qui est noir à l'intérieur d'elle et qui vient Hmm. au fond de son enfance. Voilà, et donc si tu veux, c'est ces trucs-là aussi que j'ai vu en cherchant à modéliser ce que j'appelle le socle de subjectivité. Je pense que c'est plutôt un axe, parce que ça, schématiquement, je le place dans le corps et dans les différents cerveaux du corps, donc du coup, ce serait plus un axe, c'était aligné ou tordu. Mais donc cet axe de subjectivité, c'était important de savoir euh, comment il était fait, façonné tout au long des différentes étapes de notre enfance, quoi. Hmm. Ok, hyper intéressant. Du coup, les personnes qui viennent te voir, une fois que tu les as aidées, qu'est-ce que ça change du coup? Bon, t'as dit un petit peu qu'elles pouvaient ne plus avoir de cauchemars, tout ça. Qu'est-ce que ça change concrètement pour elles après être passées entre tes mains? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Elles ont quoi comme résultat? Euh, alors, il y a le processus et puis il y a un peu le décollage, quoi. Mais Hmm. disons que la première étape de mes accompagnements, c'est la libération. Donc la libération des traumatismes, ça prend plus ou moins de temps. Euh, On est sur et quelle échelle de temps à peu près? ben, ça dépend du traumatisme. Ouais, Alors mais là, je te demande ça parce qu'il y a des gens qui sont en thérapie depuis 30 ans en fait. Et donc du coup, juste pour donner un ordre d'idée de ce que ça peut être aussi. ouais, mais si on essaye de changer une roue crevée avec un tournevis, ça va prendre 30 ans aussi, hein. Hmm. Les outils que j'utilise, ils sont très simples, hein, mais vous pouvez donner la meilleure boîte à outils à ma tati Germaine, elle me changera pas ma roue ou elle me réglera pas mon problème de moteur, hein. Donc les outils, en fait, ils existent plus ou moins. C'est juste quelle politique, quelle doctrine d'utilisation on a avec cette boîte à outils. Mais euh, un traumatisme simple, c'est-à-dire un adulte avec une structure psychique névrotique normale, qui a vécu les attentats du Bataclan, une agression sexuelle à 25 ans, 25 ans, je choisis 25 ans pas pour rien, un accident de voiture et depuis un peu plus, enfin voilà, elle est en syndrome de stress post-traumatique.
Globalement, c'est une séance parce qu'on va Hmm. avoir une quantité de percepts sensoriels bloqués en mémoire traumatique qui crée tout un tas de dégâts, mais que l'on peut faire passer en mémoire épisodique en une séance. Si on est sur du polytraumatisme complexe, comme j'ai en ce moment avec une des personnes que j'accompagne, avec alors c'est juste horrible. Je pense que la plupart des gens n'ont pas l'imagination pour se représenter ce qu'elle a pu vivre depuis sa plus tendre enfance. Le problème, c'est que là, quand on enlève un traumatisme, il y en a deux qui remontent. Hmm. Donc là, ça peut aller à plus finalement de 10-15 séances, je pense. J'ai pas terminé avec cette personne-là, en fait, donc je sais pas encore vraiment. Le docteur Lénès, qui m'a formé en thérapie psychosensorielle, pour elle, le maximum qu'elle a eu à faire, ça a été 7 séances, juste pour la libération des traumatismes. Hmm. J'ai aussi des cas où il y a amnésie traumatique. C'est-à-dire que la personne sent, alors soit elle sent qu'il y a un truc qui va pas, et à ce moment-là, il faut couper les herbes hautes qui cachent la forêt derrière. Mhm. Et ça peut être variable. J'ai l'exemple d'une dame, et après je répondrai vraiment à ta question de qu'est-ce qui se passe après l'accompagnement. Ouais. Mais une dame, alors ça fait 2 ans que je l'accompagne par différentes périodes. Et la première fois qu'elle est venue me voir, c'est parce que elle voulait avoir des explications quant à une maladie qu'elle avait. Alors, on fait quelques premiers entretiens et puis je lui dis, mais vous n'avez pas que cette maladie, vous avez très certainement. Alors attention, je suis pas docteur, j'ai pas le droit de poser des diagnostics, je joue pas au médecin, je veux surtout pas me prendre pour un médecin. Le petit disclaimer pour éviter de prendre la foudre. Mais je sens, je dis, à mon avis, il y a peut-être un peu d'hypotension et peut-être un début de diabète ou une insulino-résistance. Choses qui ont été effectivement posées par la médecine 1 an plus tard, le début de diabète et l'hypothyroïdie. Et ça, quand vous avez plusieurs maladies qui s'empilent les unes aux autres, vu qu'une maladie, c'est toujours une compensation symbolique d'un mal à dire qui fait qu'on a une honte, une dévalorisation, une culpabilité qui reste coincée quelque part. Quand on en a plusieurs qui sont coincés, on peut être sûr que en fait c'est de l'ordre du traumatisme. Donc chez cette dame-là, il y avait effectivement un traumatisme pour lequel elle n'avait pas la conscience. Et donc on a commencé à alléger ce qui pesait sur son psychisme avec des petits protocoles tout simples jusqu'à ce qu'elle ait suffisamment pris d'air pour que le traumatisme qu'elle avait vécu à l'âge de 7 ans puisse enfin remonter. D'accord. Donc Euh, tu passes par le fait de faire remonter le traumatisme, de lever l'amnésie pour pouvoir ensuite le libérer. oui, oui, parce que Ok. sinon on rentre tout par la cognition et là ça va prendre 3 plombes. C'est ce que les TCC essayent de faire, mais quand c'est votre corps, quand c'est ton corps qui est crispé, qui veut pas, qui procrastine ou qui bah TCC, elle sert à rien. Hmm. Enfin, c'est Et voilà, donc il y a différents et ça nous a pris 1 an et demi parce D'accord. que ça s'est fait par période d'accompagnement. Il a fallu aussi développer la confiance pour qu'elle puisse aborder les thématiques qui permettaient de couper les herbes hautes qui cachaient la forêt. Donc bon, bah là on a typiquement pris notre temps. Donc tu Au dis 1 an et demi départ, parce qu'il y avait des moments où vous aviez des séances et des moments où il y en avait pas, c'est ça? oui C'est c'est fait en ça, plusieurs. c'est D'accord. ça. On a fait plusieurs blocs. Et une fois qu'on avait pu couper ça, bah, en fait, les accompagnements peuvent être plus ou moins longs parce que souvent, quand on a ce genre de configuration ou quand on a des traumatismes de l'enfance, bien souvent, après, il y a des parties de soi qui sont un peu restées coincées à l'âge de 7 ans, à l'âge de 14 ans, qui du coup ont besoin de grandir. Donc, c'est ces parties-là aussi qu'il va falloir aider à évoluer, des reconstructions ou des constructions d'identité à favoriser parce que bah,
quand on enlève une écharpe traumatique qui a été plantée à 7 ans, en l'enlevant, on arrache des bouts d'identité qui étaient accrochés autour, en fait. Schématiquement, c'est ça, et la personne, elle le sent. Et j'ai souvent ce genre de retour, je suis perdu, je suis triste, je sais plus qui je suis. Ça, Ouais. c'est typique. Hmm. Et ça Du arrive coup, même, à ce moment-là, t'accompagnes dans la reconstruction de l'identité? c'est ça. Alors, euh, oui, j'accompagne la personne à trouver, en fait, qui elle est, parce que moi, je fais rien que de mettre de la lumière devant les pieds de la personne, hein. Mais Hmm. effectivement, je l'aide à trouver qui elle est, à trouver ses ressources. Voilà. Donc en fait, la partie libération peut être plus ou moins longue, mais pour un traumatisme simple, ça peut être assez rapide. Comme parfois, c'est très rapide avec une séance de MDR où il y Hmm. a déjà plein de choses qui sont soulagées. Quand la séance de MDR est bien faite. Alors non, j'ai pas lu toutes les thèses doctorales sur le MDR, j'ai pas été formé à le MDR, j'ai juste vu passer plein de gens chez qui le MDR n'avait pas fonctionné. Hmm. Donc j'ai un avis très réservé sur le MDR. Ce que je sais aussi, que je tiens de certains de mes formateurs, c'est qu'il faut que le MDR soit bien pratiqué parce que il peut avoir l'effet d'ancrer le traumatisme quand il est mal pratiqué, mais je sais pas, Hmm. je suis pas en capacité de dire c'est quoi quand c'est bien pratiqué, c'est quoi quand c'est mal pratiqué, puisque je ne suis pas formé et je veux pas me former à l'EMDR. Ok. Et donc Donc après, du coup, pour revenir à ce que tes clientes, c'est ça. Et donc après la libération, il y a toute une partie qui consiste à mettre de la lumière sur qui est la personne et comment elle fonctionne. Parce que souvent, on se juge soi-même. Alors ça dépend du type du psycho-affectif qu'on a. Mais souvent, on va se juger au regard des normes extérieures. Et donc, on va se dire du coup que tel trait de caractère, telle pulsion, tel élan de vie, c'est bien ou c'est pas bien parce que hmm. le reste du monde a décidé que c'était bien ou pas bien. Et donc, du coup, on se met soi-même en contradiction. Mais voilà, donc je vais essayer de mettre de la lumière à l'intérieur de la personne pour qu'elle se dise, OK, je suis comme ci, je suis comme ça. Je suis un peu resté bloqué à 14 ans, je suis un peu resté bloqué à 12 ans. Euh, ça, ça vient de cette peur fondamentale-là. Et donc, du coup, c'est normal que j'ai pas envie de faire. J'ai tendance à procrastiner ou à vouloir passer derrière la tapisserie. Ou au contraire, c'est plutôt normal que alors ça, c'était mon cas. Moi, j'ai longtemps eu l'art de passer derrière la tapisserie. Alors quand on Hmm. est chef à l'armée quand on est en école de cadre à l'armée, ça passe moyen quoi. C'est pas Hmm. toujours bien vu, tu vois. Donc tout ça, ça a été des gros travails. Alors par thérapie à l'exposition, c'est la plus douloureuse, c'est la plus nulle. Hein. Mais bon, ça, c'est comme ça que moi j'ai fait mon chemin. Du coup, Mais on va si mettre. on résume ce que tu apportes à tes clientes, parce que du coup, je sais qu'on pourrait en parler des heures, Ah oui. mais en résumé, en gros, il y a une première partie où tu les libères du traumatisme lui-même et une deuxième partie où tu les aides à se mettre sur le chemin de qui elles sont vraiment, à se révéler et à être pleinement qui elles sont pour avoir une vie Ouais, épanouie. c'est ça, et à comprendre comment ça fonctionne. Donc comment comment la personne fonctionne, mais aussi comment fonctionne la vie, quoi. Hmm. Typiquement, je passe souvent une séance complète quand c'est pas deux à parler des différents miroirs, parce que ça commence à être connu. Les autres sont des miroirs, notre environnement est un miroir, mais il y a des degrés plus ou moins subtils hein, de cet effet miroir. Donc je vais passer une séance ou deux à expliquer les miroirs parce que quand une personne me parle d'elle, enfin me parle de son environnement, des gens au boulot, elle me parle pas des autres en fait, elle me parle d'elle. Hmm. Euh, donc Ok, donc tu leur donnes des clés pour la vie en c'est général, en fait, ça, je du leur coup. donne des clés pour la vie en général, pour comprendre comment ça fonctionne. Et Hmm. ensuite, une fois qu'elles ont allégé de la charge, qu'elles commencent à comprendre que la vie, c'est surtout nous qui nous limitons. Mais pourquoi c'est surtout nous qui nous limitons et qu'elles sentent que ces limites, elles ont en partie sauté, on peut enfin commencer à se dire, bon, c'est quoi ma vie de rêve dans 5 ans? Et là, on travaille là-dessus. Je le fais évidemment pas D'accord. avant. Et on travaille sur c'est quoi ma vie dans 5 ans. Et puis après, j'ai clairement pris des outils de planification militaire que j'applique à la vie des personnes. Je l'ai fait pour moi, ça marche super bien. Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais quitté l'armée pour me consacrer à ça.
Et donc Excellent. du coup, après, on permet à la personne de se rendre compte que même si c'est l'Himalaya qu'on veut gravir, en mettant un pied après l'autre, on y arrive toujours. Excellent. J'aime trop l'idée d'utiliser des outils qui à la base sont pas dédiés à quelque chose, mais qu'on arrive à dériver sous plein d'aspects. La planification militaire pour avancer vers ses rêves, j'adore. Et c'est encore une fois assez simple, hein. Hmm. Ouais, ouais. Après, il y a souvent plein d'outils qui ont du bon sens, et comme tu disais, ça dépend aussi comment on les utilise derrière. Exactement. Génial. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Si on devait, il y avait un seul truc à retenir ou si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel? Euh, Ce serait de faire confiance à la vie. Parce Faire que confiance à la vie. quand on souffre de traumatisme, on a tendance à se dire que la vie est noire, ou bien la vie est chienne, ou bien, mais la vie, c'est un professeur. Un professeur, il est là pour nous faire grandir, un peu comme un parent, hein. Il est pas là pour que nous réjouir. Donc c'est nous qui devons apprendre à nous réjouir, euh, parce que le bonheur, alors il y en a plein qui le disent maintenant, mais c'est vrai ça. Le bonheur, il est dans la croissance. Et donc, si on fait confiance à la vie, ce professeur, on sera nécessairement dans la croissance. Et donc, un traumatisme, il nous met déjà face à plein de peurs. Mm. Donc, affrontons ces peurs, euh, allons-y. Et parce que il m'est arrivé de rater des entretiens de vente, enfin pas de rater, de réussir des entretiens de vente, mais la personne ne signe pas parce qu'elle a trop peur en fait. Elle a Mm. trop peur de ce qu'elle va trouver derrière la porte de l'accompagnement. Donc, et ça, moi, j'ai beau mettre tout ce que je peux pour mettre les gens en confiance. C'est d'abord l'intention, c'est d'abord la Mm. décision personnelle. Bon, et je pense que si on arrive à se dire la vie n'est pas chienne, mais au contraire, c'est un professeur et je vais lui faire confiance, que ce soit avec moi ou avec un autre, elles finiront par, la vie finira justement par leur mettre le bon thérapeute ou le bon coach sur leur route. C'est juste qu'il Mm. faudra avoir ce petit pas de courage. Donc, ayez confiance en la vie. Derrière chaque peur, il y a un cadeau. Ouais, c'est ça. Ok, C'est exactement ça. cool. Excellent. Euh, j'entame les questions de fin hein, que je pose un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu as une lecture, un podcast, un film, un documentaire que tu voudrais conseiller aux femmes qui nous écoutent? Euh, ouais. Alors j'en aurais deux. Le premier, c'est C'est autorisé. c'est un livre, Libérer le tigre de Peter Levine. Alors pourquoi je vais proposer ces deux livres? Parce que ma définition du traumatisme, elle est dans ces deux livres. Ok. Euh, donc Libérer le tigre de Peter Levine, qui est un psychiatre américain. Là, dans ma définition du traumatisme, lui, il est plutôt à l'origine de la partie le traumatisme, c'est une énergie de fuite ou de combat qui est coincée dans le corps à cause d'un état de figement. Et le deuxième, ce serait le livre du docteur Lennes, La thérapie psychosensorielle. Tout est expliqué dedans. Bon, mais c'est juste que la thérapie psychosensorielle, on a besoin d'un thérapeute Hmm. pour la faire. Mais le livre explique bien comment ça fonctionne. Pourquoi on a besoin d'un thérapeute pour le faire? Parce que c'est une traversée psychosensorielle. Donc on a besoin de quelqu'un à qui tenir la main. Parce Hmm. qu'on a l'impression de marcher dans le noir de nos plus grandes peurs. Donc faut forcément quelqu'un pour nous tenir la main, pour nous rassurer, avec toute une ingénierie relationnelle. Hein. Les séances ont l'air simples comme ça, mais il y a quand même deux, trois trucs à bien faire. Et puis mettre un petit peu de lumière devant les pieds. Avec ces deux livres, il y a normalement de quoi retrouver de l'espoir parce que c'est quand même un peu le truc quoi. On a besoin d'espoir hein, quand on a un traumatisme et de se dire je suis pas coincé là-dedans quoi. C'est pas vrai. Hein. Et c'est pas parce que faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde qui est avant tout économique. Alors là je m'en fous là. Je peux m'attirer les foudres de qui vous voulez. On est avant tout dans un système économique
dans lequel on a une industrie qui est celle du médicament, qui a aucune raison de voir les gens guérir. Hein. Économiquement, c'est pas viable de guérir. Voilà. Donc, on reste quand même dans un paradigme qui aime bien maintenir les gens dans leur souffrance parce que économiquement, c'est rentable. Mais si on se sort de ce paradigme, l'espoir de la libération devient possible. Hein, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'est compliqué, que c'est forcément aussi compliqué que ce que les gens qui aiment rendre les choses compliquées le disent. Bon, si on a envie de croire que c'est compliqué, ça va être compliqué. Eh ben oui, parce que notre cerveau est programmé pour capter les confirmations de ses croyances. Hein. Ok, du coup, je mettrai dans la description les références des livres que tu viens de nous conseiller. Toujours une femme, c'est un podcast sur les 1001 façons de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter ici pour venir partager autour de ce sujet? Comme expert ou comme témoin? L'un ou l'autre, ou les deux. L'expert, j'aurais envie de dire toi. Je m'invite moi-même, ok. Non, mais là je vois pas parce que des fois je me sens un petit peu seul dans ma compréhension des choses. Sinon, éventuellement, ouais, je pense à des gens, mais en fait, j'ose pas donner leur nom, quoi. Okay. Mais en témoin, du coup. Oui, un peu les deux, en fait. D'accord. Je pense à une personne en particulier avec qui je vais travailler, qui est en train de développer un organisme de formation. J'aurais bien donné son nom, mais pas sans son autorisation, en fait. Ok, ça marche. Donc tu me le diras en off et puis je la contacterai. Éventuellement, ouais. Avec plaisir. Ça marche. Super. Et pour finir, du coup, c'est quoi le meilleur moyen pour te suivre si on veut peut-être savoir, je crois que tu publies un petit peu, tu fais des posts qui expliquent tout ce que tu fais, tout ce que tu as appris. Et si éventuellement on veut se faire accompagner par toi, comment on peut te joindre? Alors, on peut me trouver très facilement avec mon nom et mon prénom sur LinkedIn, ainsi que sur Facebook. Si on veut s'intéresser à mon travail, j'ai créé un groupe Facebook qui est privé parce que je filtre beaucoup l'entrée, justement pour les personnes qui sont, toutes les personnes qu'il y a dedans sont globalement traumatisées, sévèrement traumatisées, et à l'intérieur de ce groupe Facebook, du coup on est un peu entre nous et j'y explique beaucoup de choses. Alors pour essayer de créer de la confiance, mais aussi pour que les gens puissent se comprendre de l'intérieur et arrêter de se juger, de se condamner ou voilà. Parce que souvent on a déjà suffisamment de honte, de dévalorisation, de culpabilité qui sont liés à l'événement, aux événements du traumatisme. Si en plus on s'en rajoute à cause des symptômes, donc j'explique beaucoup de choses sur la symptomatologie pour que les gens se disent ok, c'est compte tenu de ce que j'ai vécu, c'est normal. C'est pas normal pour les gens de la société, mais en tout cas entre gens traumatisés, ce que je ressens, ce que j'ai vécu, c'est normal. Donc ça permet des fois d'enlever un petit peu des choses. Et évidemment, si on veut se faire accompagner, soit en passant par LinkedIn ou par Facebook ou à l'intérieur même de ce groupe, on peut me contacter très facilement. Super, je mettrai également tous les liens en description pour pouvoir te retrouver. Merci beaucoup Grégory pour cet épisode un petit peu long, mais il y avait tellement de choses à dire qu'on est allé au bout. Je te remercie pour tout ça, je te remercie pour tes transmissions et puis au plaisir. Merci à toi, Natacha. Je sais que c'est pas facile de m'interviewer parce que je pars vite dans tous les sens et j'ai un verbe très long. Mais merci pour ton invitation et ta confiance. C'était un vrai moment de plaisir avec toi. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.